Elle croyait que j'étais aveugle jusqu'à ce que je dise ne te cache pas, envoie-lui un message maintenant et qu'elle se fige. Elle a murmuré son nom dans son sommeil. C'est comme ça que tout a commencé. Il était un peu plus d'1 heure du matin. J'étais à moitié endormi, allongé sur le côté, quand elle s'est retournée, a agrippé mon bras et l'a prononcé d'une voix douce, suave, presque un souffle. Antoine. Je me suis glacé sur place. Je ne m'appelle pas Antoine. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté là, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, ses ongles encore posés sur ma peau comme si de rien n'était. Comme si je ne venais pas de l'entendre rêver d'un autre homme, juste à côté de moi, dans notre propre lit. Je suis resté éveillé le reste de la nuit. Sans bouger. Sans même scier. À 7 heures tapantes, je suis sorti du lit, j'ai attrapé mes clés et je suis parti. Pas de petit déjeuner, pas de baiser d'au revoir. Je suis juste sorti. Vous avez déjà eu l'un de ces moments où tout dans votre vie semble factice? Comme si votre réalité entière se déchirait en deux à cause d'une seule phrase. C'était moi, dans ma voiture. Pas de radio, pas de musique, juste le son des pneus sur l'asphalte humide et ce prénom qui tournait en boucle dans ma tête. Antoine. Je ne lui ai pas posé de questions ce jour-là, ni le lendemain. À la place, j'ai commencé à observer. Je n'avais jamais été du genre jaloux. Jamais vérifié son téléphone. Jamais demandé à qui elle écrivait. Mais là, je faisais attention. Elle rentrait du travail et s'enfermait dans la salle de bain pendant 20 minutes avec son téléphone. Une habitude nouvelle. Elle a changé son fond d'écran de verrouillage, s'est mise à dormir en t-shirt alors qu'elle dormait nue avant. Elle a commencé à poser son téléphone face cachée sur la table. C'était un cas d'école. Mais le plus fou, c'est qu'elle continuait à faire comme si tout allait bien. Elle m'embrassait pour me dire au revoir, riait de mes blagues, m'envoyait des listes de courses comme si de rien n'était, comme si j'étais trop stupide pour voir le manège. Alors, un soir, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai ouvert sa tablette. Elle était synchronisée avec ses messages. Elle avait oublié que je verrais tout. Antoine était un nouveau dans son bureau. Il s'envoyait des messages depuis des semaines, flirtant, s'échangeant des selfies, planifiant un séminaire d'un week-end à Lyon qui n'existait pas. Elle lui avait même dit qu'elle avait rêvé de lui. C'est ce détail qui m'a donné la chair de poule. Je n'ai pas jeté son téléphone, je n'ai pas frappé le mur. J'ai attendu. J'ai attendu jusqu'au dimanche soir, alors qu'elle nous préparait son petit plat de saumon et riz, comme si nous étions le couple le plus heureux du monde. Au milieu du repas, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, ne te cache pas, envoie-lui un message tout de suite. Je veux voir ce qu'il répond. Elle a cligné des yeux, a laissé tomber sa fourchette et a ri comme si je plaisantais. J'ai insisté, envoie-lui un message maintenant. Je ne plaisante pas. Et c'est à cette seconde précise qu'elle a compris que je savais tout. Elle ne lui a pas envoyé de message. Elle m'a dévisagé comme un animal pris dans les phares, puis a saisi son verre d'eau comme si elle avait subitement oublié comment respirer. « De quoi tu parles ?» a-t-elle demandé, la voix calme. Trop calme. Ce faux ton perplexe que les femmes utilisent quand elles sentent l'étau se resserrer et qu'elles cherchent à gagner du temps. Je n'ai pas répondu. J'ai fait glisser la tablette sur la table, les messages ouverts. Le nom d'Antoine était en gras, avec son dernier message encore visible, j'aurais aimé pouvoir rester cette nuit encore. Elle n'a même pas tendu la main pour prendre la tablette. Elle a juste fixé l'écran comme s'il allait exploser. Puis elle a murmuré, ce n'est pas ce que tu crois. Premier mensonge. Elle a cherché ma main, comme si j'étais censé la réconforter, comme si elle était la victime. J'ai retiré ma main. J'ai tout vu, ai-je dit. Les photos, les messages, l'hôtel. Tu lui as même dit que tu rêvais de lui. Tu as oublié que tu parles dans ton sommeil? Ça l'a touché. Je l'ai vu dans son regard, la réalisation que son propre subconscient l'avait trahi. Elle a arrêté de faire semblant, s'est adossée à sa chaise et a dit, d'accord, oui, on a discuté, mais je n'ai pas couché avec lui. Je le jure. Deuxième mensonge. J'ai demandé, ah oui? Et comment tu appelles le fait de partager une chambre d'hôtel avec lui à Lyon? Elle a scié. Attends, tu as vérifié ma localisation? Non, ai-je répondu. J'ai vérifié le relevé de l'hôtel.
Tu as utilisé notre carte bancaire commune. Tu n'es même pas doué pour ça. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, comme si son cerveau était en surcharge. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Ses yeux balayaient la pièce, comme si elle cherchait une issue dans sa propre maison. Puis la colère est montée. Ce n'est pas juste. Tu as violé ma vie privée. J'ai commencé à lui parler uniquement parce que tu ne me prêtais plus attention depuis des mois. J'étais censé faire quoi? Me sentir seul pour toujours? Et voilà. Le grand classique de l'infidèle, renverser la culpabilité. Faire en sorte que ce soit de ma faute. Comme si c'était elle, la victime, en manque d'attention. Comme si se cacher et murmurer le nom d'un autre homme dans son sommeil était une forme de développement personnel. Elle ne pleurait pas. Elle était juste en colère. En colère de s'être fait prendre. Je me suis levé, j'ai jeté mon assiette dans l'évier. Pas violemment. Juste assez pour faire du bruit. Elle a sursauté. Je veux ton téléphone, ai-je dit. Maintenant. Déverrouille-le. Elle s'est figée. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle m'a fixé pendant 10 longues secondes, comme si elle ne comprenait pas mes mots. Je n'ai pas répété. Je suis resté là, la main tendue, paume ouverte, à attendre. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Mais je n'ai pas flanché. J'en avais fini de lui donner une chance de mentir. Je ne demandais plus. J'exigeais. Je veux ton téléphone, ai-je répété, plus lentement cette fois. Elle s'est exécutée comme un robot. Silencieuse, prudente. Elle a pris son téléphone sur la table, l'a déverrouillé et me l'a tendu. Au début, j'ai cru que je m'étais peut-être trompé sur son compte. Que peut-être, pour une fois, elle disait la vérité. Mais à la seconde où je l'ai eu en main, j'ai su qu'il était clean. Trop clean. Aucun historique de messages avec Antoine. Aucun message privé sur Instagram, aucune photo dans la corbeille. On aurait dit un téléphone neuf. J'ai alors vérifié les réglages. Ce n'était pas son téléphone habituel. J'ai levé les yeux. Où est ton vrai téléphone? Elle a scié. Mais c'est mon téléphone. Non. C'est celui de secours. Celui que tu gardais dans la boîte à gants avant que ton écran ne se fissure. Tu as changé la carte SIM. Là, elle a commencé à trembler. D'abord juste un spasme dans ses doigts, puis sa respiration est devenue courte. Elle a essayé de parler, mais sa voix s'est étranglée. J'ai demandé à nouveau, d'un ton calme et neutre. Où est le vrai téléphone? Elle a ouvert la bouche pour mentir, je l'ai vu venir, alors je l'ai coupé avant même qu'elle ne puisse formuler sa phrase. Si tu mens une fois de plus, je te jure que je monte, je fais tes valises et je les dépose chez ta mère. Ne me cherche pas. Elle est allée dans le garage sans un mot, a disparu une seconde, puis est revenue avec son sac à main. Elle a fouillé dedans et en a sorti son vrai téléphone, celui avec la coque rose et le petit éclat dans le coin dont elle se plaignait tout le temps. Elle le tenait comme s'il était brûlant. Quand elle me l'a tendu, ses mains étaient glacées. Je l'ai ouvert. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Tout était là, messages, notes vocales, et même des vidéos. Dans l'une d'elles, elle était allongée dans un lit et murmurait « Tu me manques déjà, mon cœur », avec un petit rire. Le dernier message de lui disait « Tu l'as dit à Damien ». Je lui ai montré l'écran. Alors, tu lui as dit quoi que ce soit, ai-je demandé, crachant presque les mots. Elle a murmuré « Non ». Son visage est devenu blême. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle n'avait pas seulement détruit notre mariage. Elle était devenue quelqu'un que je ne pourrais plus jamais respecter. J'ai continué, donc, tu comptais continuer à mentir? Me laisser t'inviter au restaurant, dormir dans mon lit, pendant que tu t'éclipsais pour l'appeler mon cœur? Elle a mis la main devant sa bouche et s'est détournée, comme si elle ne supportait pas d'entendre la vérité à voix haute. Mais je n'avais pas terminé. Je l'ai suivie dans le couloir. Dis-moi depuis quand. Je veux une date. Des semaines? Des mois? C'était avant la mort de ton père? Elle s'est arrêtée. Sans se retourner. Figée comme une statue. Et quand elle a finalement répondu, mon estomac s'est noué. Elle ne me regardait pas.
Toujours face au mur du couloir, les bras croisés, une main sur la bouche comme pour retenir physiquement les mots. Sa voix était faible, plate, presque robotique. Ça a commencé en juin. Je suis resté immobile. Quel jour de juin? Il y eut une longue pause. Puis, sans se retourner, elle a lâché « le jour de notre anniversaire ». La phrase ne m'a pas frappé comme un coup de poing. C'était pire. Ça m'a vidé de l'intérieur. Je n'ai rien pu dire sur le coup. Mon cerveau était bloqué, rejouant ce souvenir en boucle. Notre 7e anniversaire de mariage. Je l'avais emmené au lac d'Annecy. J'avais loué un chalet, lui avait préparé le petit déjeuner ce matin-là, lui avais offert un petit bracelet en argent gravé de nos initiales. Elle m'avait dit que c'était la chose la plus attentionnée qu'on ait jamais faite pour elle. Pendant ce temps, elle envoyait des messages à l'autre sous la table. Elle s'est retournée lentement. Ses yeux étaient rouges, mais sans larmes. Juste de la honte. Ça n'aurait pas dû arriver, a-t-elle murmuré. C'était juste facile de parler avec lui. Je me sentais seul. Je ne pensais pas que ça irait si loin. J'ai ri. Un rire sec, amer, sans joie, qui m'a échappé. Tu te sentais seul? Ai-je lâché? On était dans un chalet au bord d'un lac, à boire du vin, à nourrir les canards et à parler de prénoms de bébé, et toi, tu te sentais seul? Elle a tenté de s'approcher, j'ai reculé. Tu étais avec lui ce week-end-là, n'est-ce pas? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu as quitté le chalet pendant 2 heures pour faire des courses. Je m'en souviens. Tu es revenu avec un autre eau. Je n'avais pas besoin de sa réponse. Son visage suffisait. J'avais la poitrine serrée. Pas de colère, mais de cette prise de conscience que la femme que j'avais épousée n'existait plus. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Combien de fois, ai-je demandé? Elle a chuchoté, 3. J'ai haussé la voix. Combien de fois? 7. D'accord, 7, peut-être 8. J'ai perdu le compte. Puis, enfin, elle s'est mise à pleurer. Ce n'était jamais de l'amour. Je ne l'aime pas. Je me sentais juste oublié. Encore cette excuse. Tu te sentais oublié parce que je faisais des heures supplémentaires pour qu'on puisse se payer une FIV. Je me tuais au travail pour confondre une famille, et toi, tu couchais avec un type de ton bureau qui s'appelle Antoine. Elle a fondu en sanglots. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas bougé. J'ai juste contemplé cette personne que je croyais connaître. Et c'est laquelle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'allais tout arrêter. Je ne savais juste pas comment faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé dans la chambre d'amis, les yeux fixés au plafond, je l'entendais pleurer de l'autre côté du mur, comme si ça avait encore un sens. Mais ça n'en avait plus. Pas pour moi. Elle disait qu'elle allait arrêter. Qu'elle ne l'aimait pas. Elle disait tout ce que les gens disent quand ils se font prendre. Mais je savais mieux maintenant. Ce n'était pas l'infidélité qui m'avait brisé. C'était l'ampleur du mensonge. La planification, la dissimulation, le fait qu'elle m'ait laissé tout investir dans notre vie pendant qu'elle se donnait à un autre en secret. On ne tombe pas par hasard dans 8 rendez-vous secrets à l'hôtel. Ce n'est pas une erreur. C'est un système. Le lendemain matin, elle est partie tôt, disant qu'elle avait besoin d'espace, de se vider la tête. Elle avait l'air épuisée. En jogging, avec un chignon mal fait, sans maquillage. Elle avait le culot de se comporter comme si c'était elle, la victime. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête et les regardé partir. Mais je ne suis pas resté à la maison. J'ai pris ma voiture et je l'ai suivie. Elle n'a rien remarqué, trop préoccupée, sans doute à répéter son prochain mensonge. Je suis resté à 2 voitures derrière elle. Elle n'est pas allée au travail. Ni chez sa mère. Ni même au parc pour réfléchir, comme elle le faisait parfois. Elle a traversé la ville pour se garer sur le parking d'un hôtel Ibis Style. Je me suis garé de l'autre côté et j'ai attendu. 10 minutes ont passé, puis 15. Et puis je l'ai vu. Antoine. Je l'ai reconnu grâce aux photos sur son téléphone. Un type banal, mince, rien de spécial, un début de calvitie.
Il a traversé le parking d'un air détaché et a toqué à sa vitre, comme une routine bien huilée. Elle est sortie. Ils se sont pris dans les bras. Elle semblait nerveuse. Il lui a fait un baiser sur la joue. Ils sont restés à discuter 1 minute. Elle n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, jetant des coups d'œil vers l'entrée de l'hôtel, comme si elle hésitait à y entrer. Elle avait l'air coupable, consciente de mal agir, mais prête à le faire quand même. Puis elle s'est mise à pleurer. Il a posé les mains sur ses épaules pour la calmer. C'est là que j'ai compris, elle était en train de rompre. Je n'entendais pas leurs paroles, mais son langage corporel était clair. Elle ne se penchait pas vers lui, ne le touchait pas. Au contraire, elle reculait, les bras croisés, comme pour mettre de la distance. Il a mal réagi. Il s'est mis à faire les 100 pas, agitant les mains, clairement contrarié. Il ne criait pas, mais il était agité. L'attitude d'un homme qui estime qu'on lui doit plus. Depuis mon siège, j'ai pris une photo. Pas comme preuve. Pas pour lui montrer. Juste pour moi. Pour me souvenir du visage de la trahison, de la faiblesse, du type qui avait brisé mon mariage, en plein jour. Et puis, soudainement, elle a fait quelque chose qui m'a fait serrer le volant à m'en briser les doigts. Elle l'a enlacé. Pas une étreinte rapide et polie. Une étreinte longue, lente, douce. Comme un adieu qu'on ne veut pas vraiment faire. Elle est rentrée 3 heures plus tard. Toujours décoiffée, les yeux rouges, sans maquillage. On aurait dit qu'elle revenait d'un enterrement. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de consulter mon téléphone, de n'avoir rien vu. Elle est entrée lentement, s'attendant sans doute à ce que j'explose. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas demandé où elle était, ni ce qu'elle avait fait. Je l'ai laissée parler la première. C'est fini, a-t-elle dit en posant ses clés d'une main tremblante. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus se voir. Je n'ai même pas levé les yeux. J'ai juste hoché la tête. Calme, froid, comme si elle ne venait pas de me détruire au cours des dernières 72 heures. Elle a continué, comme si elle avait besoin de me donner les détails pour obtenir mon pardon. Il s'est énervé, il pensait que j'allais te quitter. Je lui ai dit que j'étais perdu, que j'avais fait une erreur. Que je n'avais jamais cessé de t'aimer. Je te jure que c'est la vérité. C'était presque impressionnant de voir à quel point son discours était rodé, comme si elle l'avait répété 10 fois dans sa tête avant de passer la porte. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà entendu leur conversation. En entier. Car voici le détail que j'avais omis. Quand j'ai fouillé son vrai téléphone, en plus des messages, j'ai remarqué autre chose, l'enregistrement automatique des appels était activé. Elle l'avait sûrement oublié. J'ai ouvert les mémos vocaux et l'enregistrement était là. Leur dernier appel, la veille au soir. 48 minutes. Donc oui, je savais déjà ce qu'elle lui avait dit bien avant qu'elle ne me le raconte. Et croyez-moi, ce que j'ai entendu n'avait rien à voir avec la version qu'elle me servait dans la cuisine. Elle n'avait pas rompu franchement. Elle avait pleuré au téléphone, lui avait dit qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle aurait aimé le rencontrer avant, que j'étais romantique autrefois mais que je m'étais laissé aller. Elle s'était sentie piégée. Et quand il lui avait demandé s'il y avait encore un espoir pour eux un jour, elle n'avait pas dit non. Elle avait dit, je ne sais pas. Peut-être. Alors, la voir là, devant moi, mentir encore, jouer le rôle de l'épouse repentante, me donnait la nausée. Je me suis levé, je suis passé devant elle, j'ai décroché mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Elle a paniqué. Où tu vas? On peut parler, s'il te plaît? Je me suis retourné et l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as déjà assez parlé. J'ai tout entendu. Tu as oublié que ton téléphone enregistre les appels. Sa mâchoire s'est décrochée, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. La panique pure. Elle a essayé de me suivre, a commencé à bafouiller quelque chose, mais je ne suis pas resté. J'avais besoin d'air. D'espace. J'avais besoin de décider si je pouvais vivre avec le son de sa voix disant, peut-être. Je ne suis pas allé loin cette nuit-là. Je me suis garé sur le parking d'une zone commerciale fermée, à 2 rues de là, et je suis resté assis en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas frappé le volant. Je suis juste resté là, à fixer mon reflet dans le pare-brise sombre,
me demandant comment j'avais pu en arriver là. 7 ans de mariage, une vie construite brique par brique. Et maintenant, je la regardais s'effondrer comme un décor de cinéma. Tout ça parce qu'elle ne savait pas être honnête. Tout ça parce que, peut-être, comptait plus pour elle que, pour toujours. Le pire, c'est que je ne la détestais même pas. Je détestais à quel point je ne la détestais pas. Et ça me faisait peur. Elle m'a envoyé 2 messages. S'il te plaît, reviens. Puis, 5 minutes plus tard, on peut arranger les choses. Je ferai tout ce qu'il faut. Mais je ne suis pas revenu. J'ai conduit directement chez ses parents. Il était presque 22 heures, mais peu m'importait. Ses parents m'avaient toujours considéré comme leur 2e fils. Ils m'adoraient. On passait toutes les fêtes ensemble. Sa mère m'appelait parfois juste pour discuter, même quand ma femme n'était pas là. Je me suis dit que s'il y avait bien des gens qui devaient connaître la vérité, c'était eux. Et oui, c'était peut-être mesquin, une forme de vengeance. Mais à ce stade, je me fichais des apparences. J'en avais assez de protéger quelqu'un qui menait une double vie dans mon dos. Son père a ouvert en robe de chambre, surpris de me voir, et encore plus confus en voyant mon expression. « Ça va, Damien ?» ?»« Non, ai-je répondu. »« Je peux entrer ?» 10 minutes plus tard, j'étais dans leur salon, face à eux. Silencieux, ils serraient leur tasse de café comme pour se préparer à un séisme. Je leur ai tout raconté, du moment où elle a prononcé le prénom d'Antoine dans son sommeil jusqu'à la nuit où je l'ai suivi à l'hôtel. Sa mère a eu un hoquet de stupeur. Son père avait l'air d'avoir été débranché. Elle m'a dit que c'était fini, ai-je précisé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a menti, même après que j'ai tout découvert. Et vous savez le pire ? Je voulais lui pardonner, mais je ne peux pas le faire tant qu'elle continue de mentir. Sa mère a fondu en larmes. Son père a juste hoché la tête, le regard fixé au sol. Je ne l'ai pas élevée comme ça, a-t-il marmonné. Elle a dit qu'elle se sentait oubliée, ai-je ajouté. Mais je faisais des heures supplémentaires pour qu'on puisse se payer une FIV. On essayait de fonder une famille, et elle voyait un type de son bureau. C'est là que son père a de nouveau parlé. Tu n'es pas obligé de rester. Ne laisse pas la culpabilité te retenir. Si c'est la personne qu'elle est devenue, ce n'est pas à toi de la réparer. J'ai quitté leur maison avec un étrange sentiment de calme. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais une chose était sûre, elle ne pourrait plus s'en sortir avec ses mensonges. Ni avec moi, ni avec sa famille. Et il me restait une dernière chose à lui dire. Il était presque minuit quand je suis rentré. Sa voiture était dans l'allée, les lumières de la maison allumées, les stores à moitié tirés, comme si elle avait fait les 100 pas, guettant mon retour, espérant une discussion pour tout arranger. Je l'ai trouvée sur le canapé, les genoux contre sa poitrine, le mascara coulé, son téléphone sur les genoux, serré comme un doudou. Elle s'est levée d'un bond en me voyant, prête à me livrer le grand discours émouvant qui allait tout réparer. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai tout dit à tes parents, ai-je déclaré calmement. Tout. Elle s'est figée. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle n'a même pas demandé ce que je leur avais dit. Elle savait. Tu as fait quoi, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Ils savent pour l'aventure, l'hôtel, l'enregistrement, les mensonges. Elle a reculé, comme si mes mots l'avaient frappée. Pourquoi tu m'as fait ça ? Je l'ai dévisagé. Cette femme qui m'avait trompé pendant des mois, qui m'avait fait douter de ma santé mentale, qui m'avait manipulé chez moi, et qui maintenant, voulait encore jouer la victime. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. Tu n'as juste jamais imaginé que tu te ferais prendre. Elle a de nouveau tenté les larmes, a essayé de s'approcher. Damien, je te jure, je ferai tout ce qu'il faut. On peut suivre une thérapie. Je démissionne. Je bloque son numéro, tout de suite. Je vais changer. Je l'ai coupé. Je ne suis pas ton projet de réhabilitation. Je ne suis pas ton plan B. Tu ne peux pas me garder comme filet de sécurité pendant que tu t'amuses et que tu décides qui tu aimes le plus. Elle est restée là, tremblante, le souffle court, au bord de l'évanouissement. Mais je n'avais plus pitié d'elle. Cette partie de moi avait disparu. Et voici le rebondissement que peu de gens attendent. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas jeté ses affaires par la fenêtre. Je n'ai pas brûlé ses vêtements ni cassé son téléphone. Je suis simplement monté, j'ai pris une valise et j'ai commencé à rassembler mes affaires. Parce que je n'allais pas lui offrir la satisfaction de voir un homme la supplier de l'aimer. Je partais la tête haute, et elle allait devoir vivre dans le chaos qu'elle avait elle-même créé. Les semaines suivantes, tout s'est effondré pour elle. L'histoire s'est ébruitée au travail. Il s'est avéré qu'Antoine était marié lui aussi, et sa femme n'a pas bien pris la nouvelle. Les RH se sont impliqués. Il y a eu une enquête. Tous les deux ont fini par démissionner avant de se faire licencier. Je n'ai pas levé le petit doigt. Le karma s'en est chargé. Ses parents ont cessé de l'inviter. Sa mère m'a envoyé un message pour s'excuser du comportement de sa fille. Son père m'a dit que j'étais un homme bien et qu'il aurait aimé que je sois son gendre dans d'autres circonstances. J'ai emménagé temporairement chez un pote, j'ai trouvé un 2 pièces de l'autre côté de la ville et j'ai recommencé à zéro. Oui, c'était solitaire au début. La routine me manquait, même cette fausse tranquillité. Mais chaque fois que j'entendais sa voix dans cet enregistrement dire, peut-être un jour, je me rappelais exactement qui elle était. Aujourd'hui, 6 mois ont passé. J'ai eu une promotion, je me suis mis à la course à pied, j'ai perdu du poids et je dors comme un bébé. Fini de suranalyser chaque message ou de me demander pourquoi elle est en retard. Et la semaine dernière, dans un café, je suis tombé sur l'ex-femme d'Antoine. Elle m'a souri, m'a tendu sa carte en disant « Si jamais vous voulez parler à quelqu'un qui comprend, je suis disponible. » Je crois que je vais l'appeler. Parce que ça, c'est le goût de la paix.